On a tous un peu en tête l'image d'une île paradisiaque, un jardin d'Éden tropical. La Réunion, c'est exactement ça. Un hotspot de biodiversité, reconnu dans le monde entier. Mais ce qu'on imagine moins, c'est que ce paradis est en état de siège, permanent. On va plonger aujourd'hui dans ce conflit assez silencieux. Un écosystème unique, fragile, face à une armée d'envahisseurs redoutables, les espèces exotiques envahissantes. Et pour creuser ce sujet, on a sur la table une pile de documents assez, assez dense, oui. Il s'agit principalement des actes d'un séminaire qui a eu lieu en 2022, Gécobio, qui rassemble les gens qui sont vraiment sur le terrain, les gestionnaires de la biodiversité à La Réunion. Et on a aussi, pour le contexte plus large, la stratégie nationale française sur ces espèces. Notre mission, du coup, c'est de plonger là-dedans pour vraiment saisir l'ampleur du problème. Mais surtout pour découvrir les stratégies de riposte. Et on va voir qu'elles sont parfois surprenantes, souvent complexes, et qu'elles racontent une histoire de lutte acharnée pour préserver un trésor naturel. Bon, pour commencer, mettons les choses en perspective. La stratégie nationale nous donne un chiffre qui fait froid dans le dos. Les espèces exotiques envahissantes, les EEE, sont la troisième cause de perte de biodiversité au niveau mondial. C'est juste énorme. Et ce n'est pas qu'une question de nature, c'est aussi économique. On parle d'un coût estimé en Europe entre 9 et... Et 12 milliards d'euros par an. Oui, C'est ça. exactement. Et ce chiffre, il faut l'imaginer transposé à un territoire comme la Réunion. C'est une île volcanique, isolée au milieu de l'océan, ce qui a permis le développement d'espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Une partie de l'île est même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ça. Mhm. Mais cette unicité, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Quand un envahisseur arrive, l'écosystème n'a aucune défense. La pression est donc décuplée. Pour que ce soit moins abstrait, les sources nous emmènent sur le terrain, dans le massif de Bon-Accueil. L'image est frappante. De loin, on voit une canopée forestière magnifique. Tout semble luxuriant, préservé. Mais une fois qu'on entre sous les arbres, le décor change radicalement. Le sous-bois est envahi. Les documents identifient les trois principaux coupables. Le longos jaune, le goyavier et le raisin marron. C'est une invasion qui se passe à l'ombre de la forêt qu'elle est en train de tuer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre comment ça marche. Ce n'est pas juste une compétition pour l'espace. Une étude sur la germination des plantes d'altitude nous l'explique très bien. Prenez une espèce comme l'ajonc d'Europe. Il ne se contente pas de pousser et de prendre la place. Il forme un couvert végétal tellement dense que plus aucune lumière ne passe. Attendez, ça veut dire qu'il fait littéralement le noir au ras du sol? C'est exactement ça. Il crée une nuit artificielle. Et le problème, c'est que les graines de beaucoup d'espèces endémiques de la Réunion, comme Agarista buxifolia ou Erica réunionnensis, Oui. elles ont un besoin absolu de lumière pour germer. Sans lumière, elles restent dormantes et finissent par mourir. Donc l'envahisseur ne se bat pas à armes égales, il change complètement les règles du jeu. Il modifie l'environnement pour que seul lui puisse survivre. C'est une stratégie de la terre brûlée version végétale. C'est terrifiant. On a l'impression que c'est une bataille perdue d'avance. Comment est-ce qu'on peut même commencer à se battre contre ça? Contre un ennemi qui redécore l'écosystème à son avantage? Alors, la stratégie nationale propose une sorte de doctrine militaire en 3 temps. Le premier, le plus important, c'est la prévention. Empêcher l'ennemi d'arriver. Le deuxième, s'il est déjà là mais que l'invasion débute à peine, c'est la détection précoce et l'intervention rapide. L'objectif, là, c'est l'éradication totale. C'est un sprint. Et le troisième temps, si l'invasion est trop installée, c'est le contrôle à long terme. Là, on passe au marathon. D'accord. Et les documents réunionnais illustrent parfaitement ces deux dernières phases. Commençons par le sprint alors, l'éradication. Les sources parlent de la lutte contre les perruches. On pense à de jolis oiseaux colorés, pas forcément à une menace. Ce que les gestionnaires appellent un capital sympathie énorme auprès du public. Essayer de les éliminer, c'est s'exposer à l'incompréhension, voire à la colère. Pourtant, les nuisances sont bien réelles. Ce n'est pas juste une question de compétition avec les oiseaux locaux. Les documents mentionnent des dégâts très concrets, comme sur des installations électriques, avec une facture de près de 25 000 euros. Et il y a aussi un risque biologique, un risque d'hybridation entre les deux espèces, ce qui pourrait créer une sorte de super perruche, encore plus invasive. Et l'éradication, c'est un travail de Romain. Les chiffres sont là pour le prouver. Pour éliminer seulement 22 perruches à collier et une seule perruche Alexandre, il a fallu plus de 148 heures de travail par des agents spécialisés. Ah oui, c'est un effort colossal.
C'est colossal pour un résultat qui peut paraître dérisoire. Les équipes à La Réunion se basent sur les stratégies qui ont fonctionné ailleurs, comme aux Seychelles ou à La Palma, mais ça montre que même le sprint demande une persévérance et des moyens extrêmes. Une persévérance extrême. Ça me fait penser que l'éradication, c'est l'idéal, mais c'est un sprint qu'on ne peut pas toujours courir. Que se passe-t-il quand le problème n'est plus un sprint, mais un marathon sans fin? Quand l'éradication n'est tout simplement plus sur la table? Alors on change complètement de stratégie. On entre dans le contrôle à long terme, la gestion perpétuelle. Et un exemple parfait de ça, c'est ce qui se passe dans les cours d'eau de l'île, avec un poisson que beaucoup de gens ont eu dans leur aquarium, l'Anxistrus sp, le fameux laveur de vitres. Ah oui, tout le monde voit ce que c'est. Comment un petit poisson d'aquarium peut-il devenir un problème de marathon? Par sa capacité de reproduction. Phénoménale. Les sources décrivent les campagnes de pêche électrique menées dans la rivière du Bralon. Les résultats sont complètement paradoxaux. D'un côté, la technique est redoutable d'efficacité. À chaque passage, ils éliminent entre 76% et 92% de la population présente. On pourrait se dire victoire. Mais j'imagine qu'il y a un mais. Un énorme mais. La population se reconstitue à une vitesse hallucinante. L'étude estime qu'entre 550 et 770 nouveaux individus apparaissent chaque mois, juste sur les 600 mètres de rivière étudiés. C'est complètement fou. Ça veut dire qu'une équipe peut passer une semaine à nettoyer une section, et un mois plus tard, c'est comme si elle n'avait rien fait. L'effort humain semble dérisoire face à cette biologie. C'est exactement ça. C'est l'image parfaite de la course sans fin. On vit d'un tonneau qui fuit avec une petite cuillère. Et les études expliquent pourquoi. Les femelles peuvent porter jusqu'à 252 œufs. Et surtout, elles se reproduisent toute l'année, même pendant la saison fraîche, alors qu'on s'attendrait à une pause. La pression est constante. C'est un effort sans fin. Et ce n'est qu'un front parmi d'autres. Les documents mentionnent aussi les chèvres ensauvagées, retournées à l'état sauvage sur le massif du Grand Benara. Elles ne se contentent pas de brouter des plantes endémiques rarissimes. Non, elles détruisent aussi le sol. Et c'est là qu'on voit que tout est lié. On assiste à une véritable cascade de menaces. L'érosion causée par le piétinement des chèvres déstabilise les pentes, ce qui provoque l'effondrement des terriers du pétrel de Barreau. C'est un oiseau marin endémique et menacé. Donc, en s'attaquant aux chèvres, on protège indirectement les oiseaux. Tout à fait. Et pour un autre oiseau, le pétrel noir de Bourbon, les conclusions sont encore plus directes. Les études montrent que son succès de reproduction dépend à 100% de la dératisation de ses colonies. Sans contrôle des rats, qui mangent les œufs et les poussins, l'espèce est condamnée. C'est un système infernal. Chaque envahisseur ouvre la porte à un autre. Ou aggrave les dégâts d'un autre, oui. Face à ce tableau, à ce système infernal où tout semble s'emboîter pour détruire l'écosystème, on pourrait tenter de baisser les bras. Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir, des innovations qui permettent de changer un peu la donne? Absolument, et c'est peut-être la partie la plus fascinante des documents. La technologie, par exemple, ouvre des portes incroyables. Prenez le cas de la roussette noire, une grande chauve-souris frugivore. Elle est à la fois essentielle car elle disperse les graines, mais elle peut aussi entrer en conflit avec les agriculteurs. Pour comprendre ce qu'elle fait vraiment, les chercheurs lui ont posé de minuscules accéléromètres. Comme dans nos téléphones, mais sur une chauve-souris. Exactement. L'idée, c'est d'enregistrer ces mouvements pour créer une sorte de dictionnaire de ses comportements. Quand l'accéléromètre affiche ce signal, elle vole. Ce signal, elle mange. Cet autre, elle se repose. En couplant ça avec des données GPS, on peut savoir précisément où elle se nourrit. Est-ce que c'est dans la forêt native ou dans un champ de litchi? C'est brillant. Mais pour créer ce dictionnaire, il faut bien observer les chauves-souris de très près. J'imagine que c'est impossible en pleine nuit dans la forêt. C'est là que l'histoire devient savoureuse. Pour calibrer le modèle, il fallait des observations en conditions contrôlées. Alors, les chercheurs ont dû trouver une espèce de substitution très proche, dans un zoo. À La Réunion, j'imagine. Et non, en Normandie. Sérieusement, pour étudier une chauve-souris de l'océan Indien, il faut aller dans un zoo en Normandie. C'est le genre de détail qui montre à quel point la recherche scientifique peut être créative et inattendue. C'est une belle preuve d'ingéniosité. Et à côté de la haute technologie, il y a des approches de conservation très directes, très les mains dans le cambouis. Le sauvetage du gecko vert de Manapani en est un exemple magnifique. C'est une espèce en danger critique d'extinction. Sa population déclinait à vue d'œil simplement parce que les bébés, les jeunes geckos ne survivaient pas, victimes des prédateurs introduits comme les rats ou les chats. La solution a donc été de leur donner un coup de pouce, une sorte d'avantage au départ. C'est ça, le programme Head Start. C'est exactement ça.
Le principe est simple. On prélève les œufs dans la nature, on les met en incubateur, puis on élève les petits geckos en captivité, à l'abri, pendant leur phase la plus fragile. Une fois qu'ils sont devenus des jeunes adultes, plus robustes, on les relâche. Et les premiers résultats sont incroyables. C'est-à-dire? Un taux de survie de 41% 6 mois après le relâcher, c'est considéré comme un succès. C'est un immense succès. Dans la nature, ce taux était probablement proche de zéro. Et le plus beau, c'est que les individus qui ont été relâchés ont déjà commencé à se reproduire entre eux dans la nature. Le cycle a redémarré. Ça montre qu'on peut, avec une intervention ciblée, inverser une tendance qui semblait inéluctable. Et on retrouve cette approche volontariste pour la flore aussi? Les documents parlent de réintroduction de plantes menacées. Oui, un projet a testé la réintroduction de 20 espèces différentes. Le taux de survie après un an est bon, autour de 75%. Mais les chercheurs insistent sur deux points cruciaux. D'abord, il faut planter des plants déjà robustes. Ensuite, et c'est le plus important, il faut une gestion continue du site. On ne peut pas juste planter et s'en aller. Il faut désherber en permanence pour éliminer la compétition des espèces envahissantes. Ce qui nous ramène au marathon dont on parlait. Et ce qui est frappant dans cette étude, c'est qu'elle précise qu'aucun recrutement naturel n'a encore été observé. C'est-à-dire que les plantes réintroduites survivent, mais elles ne font pas encore de bébés toutes seules. C'est le rappel à l'humilité. La restauration écologique est un engagement sur le très long terme. Il faudra peut-être des décennies avant que ces parcelles ne redeviennent autonomes. Pour soutenir cet effort, une banque de semences départementale est en cours de création. C'est une sorte d'arche de Noé végétale. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les documents ici? J'ai l'impression d'avoir un aperçu d'une bataille de tous les instants. C'est une lutte qui combine des outils futuristes, comme le suivi des chauves-souris, une persévérance quasi infinie sur le terrain et des programmes de sauvetage qui sont de vraies courses contre la montre. La grande conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution magique, pas de balle d'argent. Le succès, ou du moins le fait de ne pas perdre la guerre, repose sur une mosaïque de solutions. Il faut de la science fondamentale pour comprendre des mécanismes aussi précis que la germination des graines. Il faut de l'innovation, l'implication des citoyens et aussi de la coopération internationale, par exemple avec l'Afrique du Sud. C'est un effort total. Et pour finir, il y a une question qui reste en suspens, soulevée par une des études, et qui dépasse la simple biologie. Oui, une étude a sondé l'opinion du public sur le contrôle des mammifères introduits. Les résultats sont très nets. Une majorité de la population est d'accord avec la dératisation. C'est perçu comme une question d'hygiène et de protection. Mais quand on pose la question pour les chats errants, les avis sont soudainement très partagés. Beaucoup de gens s'y opposent, en invoquant l'éthique animale, le bien-être de chaque individu. Ce qui ouvre une boîte de Pandore philosophique. Lorsqu'un animal qui nous est familier, comme un chat, ou qu'on trouve magnifique, comme une perruche, est scientifiquement classé comme espèce exotique envahissante, et qu'il menace un écosystème entier, comment fait-on l'arbitrage? Comment naviguer dans ce dilemme éthique entre la protection d'un écosystème unique au monde et le bien-être d'animaux individuels? Quelle est la bonne décision? Et surtout, qui est légitime pour la prendre? C'est une question vertigineuse.